La culture et l'organisation sociale westerosi est intrinsèquement liée à son histoire et aux migrations successives de populations, apportant chacune ses coutumes, sa culture, et formant ainsi la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. On va donc maintenant s'intéresser à la population de Westeros, sa répartition et des différentes cultures qu'on peut y trouver. On est parti! Avant d'entrer dans les détails de ce que constitue la démographie de Westeros, on va tout d'abord s'intéresser à la population elle-même dans sa globalité. Et tout d'abord, il faut reconnaître que l'étude quantitative de la population du continent est assez délicate, et ce pour plusieurs raisons. Contrairement à la géographie et à l'histoire, qui sont détaillées dans des cartes ou des descriptions plus ou moins précises, la taille de cette population et sa répartition n'est jamais définie de manière concrète. Il faudra ainsi se baser sur des indices laissés à droite à gauche par George R. R. Martin, que ce soit dans ses bouquins ou dans ses déclarations, et extrapoler en se basant sur un certain nombre d'hypothèses. D'autre part, George R. R. Martin, dans la création de son univers, n'a pas toujours été très cohérent, notamment si l'on compare Westeros aux données formelles de l'Europe médiévale par rapport à sa taille. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ces incohérences mériteraient une vidéo à elles seules, et ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Finalement, il faut tout de même garder à l'esprit que l'histoire est décrite d'un point de vue interne. George R. R. Martin narre les faits comme s'il faisait partie lui-même de l'univers, et il ne prétend donc pas énoncer des faits stricts, mais plutôt une vision subjective du monde dans lequel les personnages évoluent. Bon après, je tiens quand même à préciser qu'on traite d'un univers de fiction, donc même s'il cherche à être réaliste, on peut quand même admettre quelques irrégularités pourvu qu'il soit crédible. Ceci dit, on va pouvoir donner une estimation globale de la population du continent. On peut considérer que Westeros est peuplé par environ 40 millions d'habitants. À titre de comparaison, la population européenne au Moyen-Âge était de 25 millions en l'an 800, 42 millions en 1000 et 69 en 1300. Cette estimation est basée sur un calcul effectué à partir des tailles des armées, qui elles pour le coup sont décrites de manière plutôt précise dans les livres, à partir desquelles on peut déduire les populations régionales. On obtient ainsi approximativement la répartition suivante: 3,5 millions d'habitants dans le nord, 6 millions dans les Riverlands, 4,5 millions dans le Val d'Arin, 3 millions dans les Crownlands, 5,5 millions dans les Westerlands, 11,5 millions dans le Reach, 3,5 millions dans les Stormlands, 2 millions à Dorne et quelques 500 000 habitants dans les Iron Islands. La population est bien entendu essentiellement rurale. Elle vit pour la majeure partie dans des villages ou autour des places fortes et des villes fortifiées tenues par les seigneurs locaux. Cependant, il existe 5 villes à Westeros possédant le statut officiel de cité. La plus peuplée est bien sûr la capitale, King's Landing, avec environ 400 à 500 000 habitants, c'est-à-dire presque autant que Constantinople à son apogée. Bâtie par Aegon Ier Targaryen au moment de sa conquête, elle est devenue sous son règne la capitale des Seven Kingdoms. C'est depuis le Donjon Rouge, situé au sommet de la grande colline d'Aegon, que gouverne le roi et son conseil. Old Town est, comme son nom l'indique, la plus ancienne, mais également la plus riche ville du continent. Elle seconde la capitale en population avec environ 350 000 habitants. Située à l'embouchure de la rivière Honeywine, à l'extrémité sud du Reach, le siège de la maison Hightower abrite également la citadelle, siège de l'ordre des Maesters, où se concentrent le savoir et l'érudition, ce qui en fait au passage un très bon thème pour une chaîne YouTube traitant de cet univers. La majestueuse grande tour d'Old Town est le plus grand édifice de Westeros, dépassant même le mur. Elle donne son nom à la maison Hightower, qui gouverne la ville, et sert d'inspiration au logo de cette chaîne. Avec une population estimée à 200 000 habitants, Lannisport est la troisième des 5 cités de Westeros en termes de population et le centre urbain majeur des Westerlands. Surplombée par la capitale de cette région et siège de la maison Lannister Casterly Rock, la ville fortifiée est un des ports majeurs du royaume. Finalement, avec des populations respectives d'environ 50 000 et 30 000 habitants, les cités portuaires de Gulltown dans le Val d'Arin et de White Harbor dans le nord complètent cette liste. Bien entendu, il existe de nombreuses autres villes qui n'ont pas le statut de cité, bien qu'elles peuvent se rapprocher en population de ces deux dernières. On va maintenant parler un peu d'ethnie, et comme dans le monde réel, il est important pour comprendre la culture de Westeros de s'intéresser au paysage ethnique du continent.
Alors si vous avez regardé la vidéo d'introduction à l'histoire, vous devez déjà être au courant des différentes ethnies qui peuplent Westeros. Si vous n'avez pas regardé cet épisode, eh bien je vous recommande de rester ici, hein. Ce serait con de partir maintenant, vous pouvez toujours regarder l'autre vidéo après. Et vous l'aurez compris, Westeros est composé principalement de 3 ethnies. Les Andals, qui se sont installés environ 6000 ans avant notre ère, et qui d'après de longues batailles se sont imposés en maîtres, constituent le groupe ethno-culturel principal du continent. Après une conquête sanglante, suivie de millénaires de mélanges avec les populations locales, ils peuplent en grande partie le sud de Westeros. Leur invasion ayant été stoppée par le royaume du Nord sous le règne de Theon Stark, leur influence est très réduite dans cette région qui est restée à majorité Firstmen, l'ethnie qui peuplait Westeros depuis l'âge des héros. Il est cependant très important de retenir que la différence est plus culturelle au final que réellement ethno-linguistique ou biologique, puisque bien que victorieux militairement dans le sud, les Andals ont colonisé Westeros en nombre bien inférieur à la population locale et se sont mélangés avec eux durant des millénaires. C'est un peu à l'image de la France si vous voulez. Conquise et unifiée par les Francs, une tribu germanique, la population du pays est issue d'un mélange de toutes les cultures qui s'y trouvaient, et même si ce peuple a laissé ce nom à notre pays, parler d'ethnie française n'a pas vraiment de réalité concrète. Donc voilà, pour revenir au sujet, les Andals se sont donc dilués petit à petit dans la population locale du sud de Westeros, influençant radicalement la culture présente en s'imposant dans la noblesse locale très souvent par des mariages interethniques. C'est environ 700 ans avant la conquête que les Rhoynar s'installèrent sur la péninsule de Dorne. Ici également, ils se mélangèrent aux populations locales pour former le 3e groupe ethnique de Westeros. A l'image des Andals, ils importeront leur culture et auront un impact significatif sur ce qui fait la particularité de Dorne par rapport au reste du royaume. Il existe également quelques cas particuliers, comme dans les Iron Islands. Dans cet archipel, ce sont les envahisseurs Andals qui, au contraire, ont été assimilés totalement à la culture locale, une culture insulaire que les Firstmen locaux ont développée parallèlement à celle de leurs homologues continentaux, formant une population aux coutumes radicalement différentes. Dans le Val, certaines populations Firstmen se sont réfugiées dans les montagnes de la Lune devant l'arrivée des Andals. Ils subsistent encore aujourd'hui en tant que clan des montagnes. Finalement, les 3 îles de la baie de la Blackwater que sont Dragonstone, Driftmark et Claw Isles ont été peuplées par les Valyriens environ 3 siècles avant la conquête. Quoi qu'il en soit, l'intégralité de la population de Westeros parle l'Andal, aussi surnommée maintenant la langue commune. Bon voilà, maintenant vous avez un peu une meilleure idée des différentes aires culturelles qu'on peut retrouver dans Westeros. Et du coup, on va finir cet épisode par un petit point rapide sur les principales religions du continent. Alors bien entendu, celles-ci sont, au final comme dans notre monde, intrinsèquement liées à la composition ethnique de la population. Si vous vous rappelez de l'épisode d'intro à l'histoire, l'événement qui met fin à la première période est la signature du pacte. Le pacte, c'est un traité de paix entre les Firstmen et les enfants de la forêt, mettant un terme à des siècles de combats entre ces deux races. Et bien avec la fin de la guerre, la majorité des Firstmen vont délaisser leurs anciennes croyances pour adopter celles des enfants de la forêt, c'est-à-dire une religion animiste, basée sur la croyance en des dieux sans nom, présents dans les arbres, les rochers, les rivières, enfin vous voyez le délire, les Old Gods. Les Old Gods, ou anciens dieux, par opposition aux New Gods de la religion Andal, qui apparaîtra bien des siècles plus tard. Du coup, c'est de là que ça vient, cette fameuse expression qu'on peut lire ou entendre à divers endroits, « by the Old Gods and the New ». Là, ce truc-là, ouais, ça vient de ça. Alors on a parlé des New Gods, donc les New Gods c'est quoi? C'est l'appellation un peu abusive de la religion que les Andals ont apportée lors de leur conquête de Westeros. Donc bon, ça vous commencez un peu à piger le truc. Cette religion, officiellement est appelée la Faith of the Seven, donc la foi des 7, ou souvent juste la Faith, pour faire court, hein. Et donc c'est une religion monothéiste vénérant les 7 aspects d'un dieu unique. D'où le côté un peu abusif de dire New Gods, parce que c'est un dieu unique quoi. Et donc les prêtres de cette religion sont appelés les Septons, ou les Septa au féminin. Donc voilà, ils sont tapés un peu un délire sur le chiffre 7. Et les territoires et les populations conquis par les Andals se sont au fil des siècles convertis à la Faith, justement, parfois de force, mais au final la plupart du temps de manière paisible avec le temps. Cependant, comme les Andals ont laissé aux habitants la liberté de culte, afin d'éviter toutes les insurrections, les rébellions que ça peut entraîner, certaines maisons ont conservé leur culte initial. C'est le cas par exemple de la maison Blackwood, qui est très proche culturellement du Nord, et qui vénère encore aujourd'hui les anciens dieux alors qu'elle se trouve dans les Riverlands. Vous l'aurez compris, la quasi-totalité de Westeros est de confession de la Faith, excepté le Nord, qui conserva ses traditions religieuses en même temps que sa culture.
Les Iron Islands étant un cas à part, comme on l'a vu tout à l'heure, elles possèdent également leur propre religion. Les Iron Men sont des adeptes du dieu noyé, le Drowned God, et il pourrait s'agir au final d'une croyance ancestrale des First Men qui ne sont pas convertis après le pacte, mais ça on n'en est pas totalement sûr. Finalement, une nouvelle religion commence tout juste à apparaître sur Westeros. Il s'agit du culte de R'hllor, à tes souhaits, plus communément célébré sous le nom de Lord of Light. Cette religion manichéenne, qui oppose le bien et le mal, ne comporte que peu d'adeptes sur le continent, mais commence à s'implanter, notamment sur l'île de Dragonstone. Ces religions présentent toutes leurs spécificités, et elles méritent chacune leur propre vidéo, donc j'irai pas plus loin aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo, et je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la saga. Je vous dis Valar Morghulis et à la prochaine.